Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, des créations de lotissements. Ma promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur les choses qui vous intéressent vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez @unevie-de-liberté et là vous allez découvrir mon super compte Insta avec un peu toutes mes conneries quand même. Mais aussi beaucoup de valeurs que j'essaye de partager, et notamment des stories travaux. Si vous cliquez dans les stories à la une, vous allez trouver des stories de division foncière de lotissement, et ça c'est vraiment plutôt intéressant. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté, où on explore chaque semaine ensemble tous les moyens d'avoir une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce qu'il nous faut quand même un peu d'argent pour pouvoir profiter de cette liberté, de tout ce que le monde a à offrir, mais aussi et surtout comment atteindre la liberté dans sa tête, parce que c'est là qu'est la quête la plus intéressante et aussi sûrement la plus difficile. Je vais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont laissé un message suite au podcast de la semaine dernière. Merci beaucoup à vous, c'est grâce à vous, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Merci à Axel, Charles, Anatole, Jean-Baptiste, Charles, Richesse Infinie, ça ne s'invente pas, Xavier, Kylian, Dojo, Clément, David, Thibaut, Cyril, Alexis, Jérôme, Adrien, Nicolas, Vincent, Jojo, Nimbus, Gaëtan, David, Manon, Xavier, Bye Bye Patron et Delphine. Voilà, un grand merci à vous tous. Pour le point réseau, on est 756 sur YouTube, on est 435 sur SoundCloud et on arrive à 206 notes sur Apple Podcast. Un grand merci à vous tous, c'est ce qui m'aide le plus à référencer ce podcast, à le faire connaître, les notes sur Apple Podcast. Et nous en sommes à 2 nouveaux commentaires de plus cette semaine. Donc un grand merci à Comarji et à Impossible de commenter. Ça non plus, ça ne s'invente pas pour leurs commentaires 5 étoiles. Et Impossible de commenter a été un peu taquin dans son message parce qu'il me met... je confirme ce que tu dis dans le podcast Menteur. Tu es très susceptible, notamment quand on te parle de la moustache de Yann. Du coup, c'est un peu en décalage avec tes podcasts, mais ça n'enlève rien à leur qualité. Alors j'ai quand même eu envie de te répondre, impossible de commenter. Tu m'as écrit, je crois quand on était à Paris, J'irai investir chez vous avec Yann, pour me dire sur Instagram que sa moustache était horrible et qu'il fallait que je lui dise. C'est un commentaire très utile, hein, bien entendu, à haute valeur ajoutée. Et je me suis simplement contenté de te dire d'aller lui dire toi-même, en fait, tout simplement. Prendre ton courage à deux mains, là, et puis écrire à Yann dans son Insta pour aller lui dire que sa moustache était moche. Et donc, juste pour te répondre, je le dis dans le podcast Menteur que je suis plutôt quelqu'un de susceptible, hein, dans la vie. Ça peut m'arriver d'être susceptible, même si je travaille dessus. Donc j'ai du mal à voir en quoi c'est en décalage mes podcasts, puisque je le dis, et qui d'autre part, parler de ce message, ça prouve encore un petit peu ma susceptibilité, tu vois, puisque j'aurais pu ne pas en parler, et c'est ce qui fait que ça rend ce podcast encore plus cohérent, tu vois. Non, blague à part, voilà, ça me faisait marrer de faire ce petit retour. Merci à toi quand même pour ton commentaire et pour ta fidélité, parce que ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tu l'auras pas mal pris, c'est pour déconner. On est 4161 sur Insta, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment très cool. C'est là où, si vous voulez me rejoindre, c'est là où je suis le plus présent, même si j'essaie quand même de prendre de la distance avec les réseaux sociaux, parce que ça prend beaucoup de temps, mais voilà, donc un grand merci à vous tous. Avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière, les petites news. J'avais proposé un mastermind en parapente à Morzine du 20 au 25 juin. Eh bien, encore une fois, les places se sont vendues en moins d'1 minute. Alors, il n'y avait que 6 places. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir pris vos places pour ce mastermind, de nous avoir fait confiance. Ça fait trop plaisir. Et voilà, donc on va se retrouver à 8. Yann, moi, plus 6 participants à Morzine pendant une semaine au mois de juin.
Si bien sûr on nous laisse la liberté d'aller le faire, mais j'ai bon espoir que ce soit possible, donc vraiment ça va être super super chouette. J'ai fait une promotion aussi sur la formation ETF. J'étais en vacances la semaine dernière et ça m'a mis de bonne humeur. Donc pendant une journée, j'ai offert le replay du mastermind qu'on a fait à Clermont-Ferrand, la masterclass du Club des Indépendants. Je l'ai offert avec la formation ETF et vous avez été nombreux à me faire confiance, à prendre la formation. Donc je voulais aussi vous remercier dans le podcast. Un grand merci à tous. Et je vais faire aussi une spéciale dédicace à Gurvan. Gurvan, un fidèle auditeur du podcast, donc de Une vie de liberté et aussi de mon second podcast avec Yann, qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, qui sort tous les vendredis à 10h, où on parle d'investissement immobilier, mais pas que, investissement au sens large. Et Gurvan m'a fait parvenir par la poste des super autocollants qu'il a fait à son travail, qui sont excellents. J'en ai mis un sur Instagram, là je l'ai collé sur mon ordi. Bah, c'est vraiment mortel, donc un grand merci à toi Gurvan, ça fait vraiment trop plaisir. Voilà, c'est la troisième fois que je reçois des cadeaux et d'auditeurs du podcast, et à chaque fois ça me fait vraiment trop plaisir, donc merci beaucoup. Et on en a fini avec les news, on va revenir sur le podcast de la semaine dernière, le podcast de la semaine dernière qui aurait pu s'appeler « Si je pouvais revenir en arrière », qui rendait un peu hommage à une chanson d'Orelsan que j'aime beaucoup qui s'appelle Note pour trop tard, où j'ai voulu un peu faire un podcast un peu dans ce mood, quoi, un peu dans cet état d'esprit de si je pouvais m'adresser une lettre aujourd'hui à la personne que j'étais à 19, 20 ans, qu'est-ce que je me serais dit. Et c'est un podcast qui vous a fait énormément réagir parce que j'ai dû recevoir au moins une vingtaine de messages. Donc je ne peux pas tous les lire, j'en ai sélectionné 5 qu'on va lire ensemble, on va revenir dessus. Un message de Pam, pour commencer, qui me dit « Bonjour Tony, j'ai adoré ton podcast de lundi. Je connaissais la chanson d'Orelsan et je l'aimais déjà. Je me suis retrouvé dans beaucoup de tes exemples. Je suis aujourd'hui dans la rat race, mais avec depuis toujours mon mindset d'entrepreneur. Difficile de concilier les deux tout le temps. Tes paroles m'ont chamboulé et j'ai depuis lundi plein de choses qui tournent dans ma tête. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été remué comme ça en analysant mes 20 dernières années. Merci à toi. » Merci à toi, Pam. Alors je t'ai écrit derrière parce que je voulais pas t'avoir chamboulé dans le mauvais sens. Si c'est chamboulé dans le bon sens pour que ça fasse réagir, c'est cool en tout cas. Et voilà, et c'est à ça que servent ces podcasts, hein. Parfois la remise en question, elle est pas très très agréable. Et je sais de quoi je parle en ce moment, puisque j'ai repris un coach pour avancer sur pas mal de sujets. Mon coach qui s'appelle Fab. Si tu m'écoutes, Fab, dédicace à toi. Et il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, parce que on remet beaucoup de choses en question. Avancer, c'est pas facile. Ça demande de briser des mécanismes pour en créer des nouveaux. C'est pas toujours simple, c'est loin d'être facile, mais voilà, il faut faire preuve parfois de courage pour avancer, et c'est très très important. Et donc ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est pas facile de concilier les deux choses. Quand dans sa tête on a un mindset d'entrepreneur, mais qu'on est encore salarié, parfois ça peut faire des clashs, mais bon, on vit aussi qu'une fois, et le mieux c'est quand on est parfaitement aligné. Donc il y a des décisions à prendre, parfois il y a des tournants à revoir et à prendre en considération. Donc je suis content si ça t'a permis d'avancer dans ta réflexion. On a un message de Axel qui me dit « Encore un super podcast, ça nous rappelle une chose importante qui est sans doute l'un de mes plus gros moteurs. On veut finir avec le moins de regrets possible et éviter d'avoir à se trouver des excuses. Sachant qu'aujourd'hui, on a toutes ces informations à disposition, des personnes bienveillantes comme toi, merci, et d'autres personnes, entourage ou non, plus avancées dans la vie, en termes d'âge, de carrière, d'objectifs perso, qui ont très souvent le même constat. Ne pas avoir de regrets, tenter ses projets, s'en foutre de la vie des autres et qui ne font pas ce que tu fais. Du moins quand ils ne sont pas constructifs. Et ne pas perdre ses objectifs de vue. Être soi-même et réaliser ses rêves, ça n'a pas de prix. Et même la Mastercard n'y fera rien. Ah oui, ça, là, on peut pas se racheter du temps, malheureusement. C'est la seule chose qu'on peut pas acheter. Pour finir, big up à toutes ces références de rap anciennes et récentes que tu as dans tes podcasts et stories, ça fait plaisir aux amoureux du genre. Écoute, je suis un amoureux du genre depuis mon plus jeune âge, donc j'écoutais NTM à 9 ans, en cachette. Donc voilà, c'est... Alors à 9 ans, attends, qu'est-ce que je dis? À 9 ans, oui c'est ça, 9, 10 ans, je devais écouter NTM. J'étais en train de réagir que ça faisait déjà 30 ans. Mais oui, ça fait déjà 30 ans que NTM chante, c'est un truc de fou. C'est dingue. Les choses ont tellement évolué. Mais oui, pour ce que tu dis, en tout cas, ça paraît tellement bateau à chaque fois de dire ça. Être soi-même, réaliser ses rêves, on ne vit qu'une fois. Et c'est bateau parce que c'est tellement répété, mais je pense que le message, on le répétera jamais assez pour qu'il rentre. La vie, elle est courte et elle passe vite. Et la passer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est trop long.
Moi, je le vois, je peux pas cracher sur mes 12 années d'entrepreneuriat parce que c'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis. Mais même avec le recul, c'était long, quoi. C'était vraiment long. Et c'est dommage d'avoir perdu du temps à ne pas faire quelque chose qui me plaisait vraiment, comme ce que je fais aujourd'hui. C'est un peu, c'est dommage, c'est du temps perdu, après je le rattraperai pas, c'est trop tard, c'est fini. Et ce qui est génial, c'est de voir que tout ce qui m'a emmené à faire ça aujourd'hui me permet de faire quelque chose que j'aime, et c'est ça qui est important. Faut pas regretter, mais c'est juste pour dire que ça passe vite et que le temps perdu, il est perdu pour toujours, et il reviendra pas. Faut en faire le deuil, c'est fini, et faut regarder de l'avant et voir ce qui reste à vivre. Donc même si tu écoutes ce podcast et t'as 55, 60 ans, et t'as fait que des choses qui t'ont pas plu jusque-là, c'est pas foutu parce que t'es encore en vie, parce que t'as encore du temps, et on a le temps pour changer. C'est pour ça que la chanson d'Orelsan s'appelait Note pour trop tard, et moi j'ai sous-titré ce podcast Note pour tout de suite, il n'est jamais trop tard, parce que c'est vraiment ce que je pense, c'est que voilà, le temps il est perdu, il faut en faire le deuil, mais il reste toujours des moments à vivre, et ces moments-là, autant les vivre en étant le plus aligné possible. On a un message d'Anatole. Anatole qui nous dit « J'ai 25 ans et j'ai été pas mal égaré professionnellement. C'est un sentiment pas évident à vivre, mais ça m'a fait essayer plein de choses en passant par agent IMO, vendeur de magasin, et j'ai compris que c'était dans l'auto-entrepreneuriat où je me sentais le plus vivant et libre. J'ai investi en LCD dans un appart et j'ai créé une petite marque de vêtements. Aujourd'hui, j'ai repris en CDD dans une banque en ligne, mais je sais pourquoi je le fais. Je vise le CDI dans le but de faire un achat-revente, puis acheter un immeuble avec la trésorerie et tout mettre en location courte durée. Grâce à ces revenus passifs, je pourrais entreprendre avec plus de facilité, surtout si je négocie une rupture conventionnelle après 2 ans de CDI. Ce que je te confirme, c'est ce qu'il faut faire. Je vois beaucoup mieux où je vais, mais c'est vrai que je voyais des gens de 25-28 ans, déjà en couple, mariés, avec bientôt un enfant. Je me disais que j'étais en retard, mais finalement, parfois ces gens regrettent. Ils ont sécurisé leur vie au max, au plus vite, mais finalement derrière s'ennuient et les zones d'inconfort, c'est finalement celles qui nous rendent vivantes et nous éclairent un peu mieux sur ce qu'on voudrait faire réellement. Même si ce n'est jamais des phases évidentes à vivre, mais comme on dit, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Merci beaucoup à toi, Anatole, pour ce message précieux. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour. C'est exactement ce que je voulais exprimer avec ce podcast. C'est de dire que avoir 20 ans, 25 ans et rechercher tout de suite une sécurité, forcément que la sécurité, c'est un de nos besoins fondamentaux. Personne n'a envie de vivre dans une insécurité permanente. On n'est pas maso. Mais à la chercher trop, parfois, on peut pervertir ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire notre temps, notre jeunesse, et du temps pour faire des choses qui sont importantes pour nous, des choses qu'on aime, des choses qu'on a envie de faire. Et justement, peut-être d'une certaine façon, au final, en finir par gâcher sa vie, parce que avoir mis trop la sécurité en avant, bien avant ce qui compte pour nous, c'est-à-dire la quête de ce pourquoi on est bon dans la vie, on peut se fermer des portes, et suivant les décisions qu'on prend, si elles nous engagent réellement, un mariage, des enfants, ça peut être par la suite vraiment vraiment compliqué. Bien entendu, vous le savez, je dis pas qu'il faut ni se marier, ni avoir des enfants, et que voilà, puisque moi j'ai des enfants et je suis très heureux, mais ce que je veux dire c'est que faut pas le faire trop tôt, et c'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment une question d'exploration de vie. La personne qui a exploré déjà beaucoup, qui a beaucoup voyagé entre 20 et 25 ans, si elle a envie de se poser, entre guillemets, à 25 ans et construire en couple, et c'est génial. Mais voilà, le tout, c'est d'avoir vraiment le choix, d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir toutes les données avant de pouvoir prendre une décision. C'est tellement facile, c'est tellement difficile. Je l'ai dit dans le podcast la dernière fois. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, forcément, si on avait toutes les cartes en main aussi jeune, ça serait plus simple. Si on avait notre expérience d'adulte, notre expérience de la vie, ça serait plus simple, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On a un message de Kylian. Kylian qui me dit « Salut mon Tony, ton podcast m'a beaucoup parlé. » Donc Kylian, le petit malin de Limo. Moi, si je dois me revoir à 20 ans, j'aurais pu changer plein de choses, même si c'était il y a seulement 2 ans. Mais grâce à toutes ces petites erreurs, j'ai beaucoup appris, et c'est ça qui m'a fait grandir. Donc au final, je ne voudrais même pas revenir en arrière. Tu parles aussi de retraite. J'ai beau être libre financièrement, j'ai l'impression d'avoir rien vécu dans ma vie, donc la retraite est encore loin pour moi. J'ai besoin de profiter un maximum de tous les moments à venir avec les gens que j'aime. En tout cas, continue tes podcasts, ils sont super inspirants. J'adore et je t'adore. Bisous mon Tony. Moi aussi je t'adore Kylian. Ça me fait trop plaisir ton message. Et c'est là où c'est sidérant, parce que Kylian a un parcours exceptionnel. Alors tu m'arrêteras si je dis des bêtises, mais Kylian, 22 ans, 31 logements, à son actif, indépendant financièrement, voilà.
plus loin que certaines personnes après 40 ans de travail. Donc c'est fou, c'est sidérant ce qui a été accompli. Et même toi, avec 2 ans de recul sur tes 20 ans, tu dis que tu aurais déjà quelques regrets, mais qu'au final, tu ne veux rien changer. Donc des regrets, ce que je veux dire par là, c'est qu'on en aura tous et toujours. Au final, il faut être fier du chemin parcouru, parce que c'est tout ce chemin parcouru et tout ce qu'on a accumulé comme expérience au cours de ce chemin qui fait qu'on en est là où on en est. Donc si on pouvait revenir avec un stylo magique et corriger tout ce qu'on n'a pas voulu, c'est l'effet papillon. Après, peut-être que ça nous mènerait à un endroit complètement différent. Et donc voilà, j'ai trouvé ton message super intéressant parce que voilà, au final, on peut se dire que peu importe l'âge qu'on a, on aura toujours des regrets, il y aura toujours des choses qu'on aurait pu mieux faire ou faire différemment. Mais il vaut mieux en faire le deuil rapidement de ça et plutôt voir le temps qui reste à vivre, tirer des leçons du passé pour vraiment se débarrasser de tous ces regrets et pouvoir vraiment aller de l'avant librement. Merci à toi Kiki pour ce message, ça me fait trop plaisir. Et on a un message de Jojo qui nous dit « Merci pour tes podcasts, ils sont toujours de très bonne qualité, même quand tu manques parfois de temps. » Bon, ça je sais pas si je devrais la lire à la pommade à chaque fois, mais elle me fait plaisir, ça me va droit au cœur, merci beaucoup. Par-dessus tout, ce que j'apprécie, c'est ta sincérité. Entre parenthèses, le passage sur les Marseillais que tu avoues avoir regardé m'a fait sourire. Ouais, j'ai dit que je vais essayer d'être sincère au maximum dans ce podcast. Hein. Donc voilà, les choses dont j'ai pas envie d'en parler, j'en parlerai pas. Mais par contre, ce que je dis et ce que je partage, je fais en sorte que ce soit honnête. Et ouais, même moi j'hallucine de me dire qu'à une époque, j'ai pu regarder ce genre de truc. Je poursuis avec ton message. L'indépendance financière est atteignable, mais cela peut être plus ou moins long. Il faut se donner les moyens, entre parenthèses, augmenter son salaire, épargner, investir. Ce monde est bizarre, les gens préfèrent les vendeurs de rêves, tout avoir, mais surtout facilement et sans effort. Alors j'ai lu ton message, mais surtout, ouais, tu vois, merci beaucoup pour ton message, et surtout pour la dernière phrase, elle m'a beaucoup marqué, quand tu dis que les gens veulent tout avoir facilement et sans effort. C'est le propre de notre époque en fait. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir en marketing, si tu as envie de vendre quelque chose, tu rajoutes facilement ou sans effort et tu peux vendre tout. Avoir des abdos sans effort, tondre son gazon sans effort, investir en bourse sans effort, mincir sans effort, devenir riche sans effort, ou devenir riche facilement. Ça marche sur tout. Réparer sa voiture sans effort. Tu vois, ça peut fonctionner avec n'importe quoi. Si tu rajoutes facilement ou sans effort, tu vends. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand j'ai fait la formation ETF, je l'ai appelé investir sereinement en bourse grâce aux ETF. Et je m'étais tâté en rigolant à mettre investir sans effort ou investir facilement. Et j'ai préféré sereinement parce que même si c'est moins marketing, moins putaclic, je trouvais ça plus honnête. Mais tu regarderas dans tout ce qui se vend, il y a facilement et sans effort. Et pourquoi ? Parce que ça résonne parfaitement avec l'être humain et avec notre époque où on veut tout facilement et sans effort. Voilà. Et malheureusement, dans l'indépendance financière et dans ce chemin-là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça serait trop beau, ça serait génial hein, si ça fonctionnait comme ça, mais et encore, je sais même pas, puisque quand on veut l'indépendance financière, forcément que c'est un but, mais en fait ce qui nous rend heureux, c'est le chemin pour l'atteindre, c'est les efforts qu'on met au quotidien, c'est tout ce qu'on fait, c'est voir son patrimoine grossir, c'est voir qu'on arrive à faire plus de cash flow, voir qu'on arrive vraiment avec nos actions, à avoir une prise sur notre avenir et sur la direction qu'on veut lui donner. Mais le chemin en soi, le but en soi, je suis pas sûr que ce soit vraiment le plus important, même si forcément que c'est chouette à atteindre, mais une fois qu'on a fait qu'on a eu son indépendance financière, ce qui compte surtout, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière et quel projet on a après pour ça. Est-ce qu'on va utiliser ce temps-là pour le passer avec sa famille ? Est-ce qu'on va utiliser ce temps-là pour créer un nouveau business, pour essayer d'impacter des gens? Parce que le vrai pourquoi, c'est pas seulement l'indépendance financière, c'est on la veut tous, mais en tout cas tous les gens qui écoutent ce podcast, ou beaucoup, mais on la veut surtout parce qu'elle nous permettra de faire quelque chose. Donc le vrai pourquoi, c'est pas vraiment l'indépendance financière, c'est le vrai pourquoi, c'est surtout avoir du temps pour faire des choses qui comptent vraiment, et ces choses qui comptent vraiment, c'est ça le vrai pourquoi, je pense. Voilà, bon, après ce long mais nécessaire retour sur le podcast de la semaine dernière, je vous propose de passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, alors j'ai beaucoup de sujets d'avance pour une vie de liberté, là j'en ai toute une liste qui est notée dans mon iPhone, et je sais pas pourquoi cette semaine, je crois que c'est parce que je suis en train de lire un livre qui parlait de ça, je suis en train de lire Penser comme un moine de Jay Shetty, et c'est dans ce livre que j'en ai entendu parler, c'est le mérite. Voilà, donc le sujet de la semaine, ça va être une réflexion autour du mérite. Et donc pourquoi j'ai envie
j'ai eu envie de parler de ça, parce que déjà, il y a un passage du livre de Jay Shetty qui parle de ça, ça m'a vraiment parlé, et dans la semaine, j'ai vu plusieurs vidéos YouTube aussi, où tout ça m'a interpellé, parce qu'on entend vraiment tout et n'importe quoi sur le mérite. Je vois souvent des influenceurs, justement, ou des YouTubeurs, dire qu'ils ont aucun mérite dans leur réussite, je l'ai encore vu cette semaine. Ils font les modestes, ou alors ils minimisent ce qu'ils ont réussi à faire. Ils disent que si là où ils en sont arrivés, bah, ils n'ont pas de mérite en fait, que ça s'est fait tout seul, que c'est pas vraiment grâce à eux, que c'est des concours de circonstances. Et de l'autre côté, je vois des personnes, inversement, qui vont critiquer le succès d'autres gens, donc ça peut être des youtubeurs, des influenceurs, mais des chefs d'entreprise ou plein d'autres gens, en disant que c'est pas mérité sous plein de prétextes. Voilà, donc on entend que le mérite n'existe pas, on va entendre que si les gens en sont arrivés là, c'est parce que c'est une affaire de chance, on va aussi entendre que c'est une affaire de naissance, voilà, t'es bien né, ou alors t'as eu des bonnes relations. Ah forcément, lui, il a pas de mérite d'être arrivé là où il en est, il connaissait un tel, ou alors entendre que tout est dû au talent, et ça on le voit beaucoup, je l'ai vu avec des youtubeurs qui disaient que voilà, c'est qu'ils ont un peu de talent dans un truc, mais qu'ils ont aucun mérite du coup parce que ça leur est tombé dessus en fait, et que du coup ils réussissent dans ce domaine parce qu'ils sont un peu doués, mais qu'ils ont aucun mérite. Et en fait tout ça, ça m'agace un peu parce que derrière tout ce discours, vraiment j'ai l'impression qu'on se trompe sur des notions qui sont fondamentales. Soit il y a des gens qui font preuve de fausse modestie, et on va voir tout au long de ce podcast pourquoi c'est pas bien bon, même carrément d'hypocrisie, ou alors de l'autre côté, des gens qui nient le mérite d'autres personnes, ils se cherchent des excuses en fait. Donc on va avoir toute une réflexion ensemble là-dessus. Alors on va commencer par quelle est la définition du mérite. Alors vraiment on va s'attacher vraiment à la définition dans le sens du mot le mérite. Pas de dire par exemple ce paysage mérite le détour. On va vraiment s'intéresser au sens profond du mot. Donc l'étymologie du mot, ça vient du latin meritum, qui veut dire gain, salaire, et aussi ce dont on est digne. Et donc là, rien que dans l'étymologie du mot, il y aura tout ce qui va définir ce podcast, et tout le paradoxe en fait qui est dans cette valeur de mérite, c'est que c'est ce dont on est digne d'un côté, donc là il y a une valeur morale, et de l'autre côté ça veut aussi dire gain, salaire, qui est vraiment une valeur matérialiste, pécuniaire. Donc dans l'étymologie même du mot mérite, il y a à la fois une notion morale et à la fois une notion financière. Donc on va relier l'aspect moral de ce qu'on fait avec l'aspect financier. Et on va voir que c'est ce qui fait que il y a autant d'ambiguïté autour de tout ça. Donc quand on va chercher la définition dans le Larousse du mérite, on voit ce qui rend quelqu'un ou sa conduite digne d'estime, de récompense, eu égard aux difficultés surmontées. Tout le mérite de cette affaire vous revient. Donc là on a vraiment la notion d'estime, de mérite, de récompense. C'est l'ensemble des qualités intellectuelles et morales particulièrement dignes d'estime. Par exemple, des gens de mérite. C'est la qualité louable de quelqu'un, de quelque chose, un avantage. 2 points, sa déclaration a le mérite d'être franche. Le mérite, c'est une valeur morale procédant de l'effort de quelqu'un qui surmonte des difficultés par sens du devoir et par aspiration au bien. Donc vraiment, dans cette notion de mérite, on a ça. On a ce dont on est digne. Il y a une valeur morale. Il y aura une récompense à la fin, mais c'est une valeur morale qui est récompensée dans la notion de mérite. Le mérite, c'est ce qui rend une personne digne d'estime, d'éloge, de considération ou de récompense au regard de sa conduite ou des obstacles surmontés. Le mérite peut résulter de qualités morales diverses, intellectuelles ou physiques. L'habileté, le talent, le courage, l'effort fourni, la prise de risque, la responsabilité ou l'innovation. Donc on voit que cette notion de mérite, on l'a dit, elle fait à la fois référence à la valeur morale avec laquelle on va avancer dans nos objectifs, mais aussi aux résultats obtenus et à la performance mesurée. Donc d'où toute l'ambiguïté. Et donc c'est en partie pour ça que c'est super dur de juger du mérite de quelqu'un, et que c'est compliqué. Parce qu'il faut être à la fois digne d'estime, donc il faut agir pour le bien, alors ça peut être le bien commun, le bien d'autrui, mais ça peut aussi être le bien de sa famille, ça peut être son propre bien aussi quelque part. Mais aussi faire preuve de performance, et ça veut dire réussir de manière mesurable dans une tâche. Donc pour juger du mérite d'une personne, on va à la fois juger sa valeur morale, pourquoi il fait les choses, mais aussi les résultats qu'il a obtenus. Donc le mérite, ça implique vraiment l'effort fourni pour franchir les difficultés, et la valeur morale qu'il y a derrière ça.
Donc on le voit déjà à quel point, pour mon histoire du début, pour mes youtubeurs, pour mes influenceurs, là, juger de leur mérite, quand on va dire qu'ils ont une grande réussite mais qu'ils ne le méritent pas, ça peut être pour dire que la valeur morale qu'il y a derrière tout ça, elle est inexistante. Donc ce succès qu'on a réussi à obtenir, il vaut rien du tout, quoi. Ou alors, à contrario, il y a des gens qui ont une grande valeur morale, mais qui n'ont aucune réussite. Ça peut arriver aussi. Et donc, est-ce que ces gens-là n'ont aucun mérite? Puisque ils ont la grosse valeur morale d'un côté. Ils font quelque chose avec le cœur pour le bien commun, mais ils n'ont aucun résultat. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas de mérite non plus? On va essayer de démêler tout ça ensemble. Qui a du mérite, qui n'a pas de mérite? Donc, quelle est l'histoire récente du mérite, en fait? D'où est-ce que ça vient, le mérite, dans notre pays, dans l'histoire? Alors, je fais un petit disclaimer, attention, ceci n'est pas un cours d'histoire. Ça va être un peu l'histoire pour les nuls, et on va prendre beaucoup de raccourcis. Mais, en gros, avant la Révolution française, c'était la royauté, on avait un roi, et il y avait la domination de la noblesse. Vraiment, c'était l'hérédité qui était privilégiée, et si tu naissais pauvre, tu restais pauvre toute ta vie. Et si tu naissais riche, si tu naissais noble, si tu naissais dans la famille royale, tu restais riche toute ta vie. Si tu étais riche, c'était impossible mathématiquement de redescendre, puisque la richesse était héréditaire et le pouvoir était héréditaire. Et si tu naissais pauvre, c'était impossible de monter, puisque tu ne pourrais jamais devenir un noble. Tu étais descendant de pauvres, tu étais descendant du peuple, et tu restais dans le peuple. On ne pouvait pas changer de groupe social avant la Révolution française. Et en fait, depuis 1789, depuis la Révolution française, depuis qu'on a coupé la tête des rois, et qu'on a fait la Déclaration des droits de l'homme, on a instauré en France la méritocratie. C'est Napoléon qui a emmené ça. Et donc, la méritocratie, c'est une hiérarchie sociale qui est fondée sur le mérite de chaque personne, et plus sur la naissance et sur l'hérédité. C'est vraiment une grosse scission qu'il y a eu à l'époque, de dire que n'importe quel individu naissait libre et égaux en droit, et avait le droit de s'élever aussi haut qu'il le pouvait, en fait. Et donc la méritocratie, elle a vraiment pour fondement l'égalité des chances, la liberté individuelle, la reconnaissance de la réussite, mais déjà à l'époque, toujours dans une idée de bien commun. Voilà, on reconnaissait le mérite, il y a vraiment cette notion de le faire dans l'intérêt commun, dans le bien commun. Alors malheureusement, cette méritocratie, justement, elle n'a pas tout résolu non plus, parce que dans les faits, il y a toujours, d'une certaine façon, des élites sociales. Maintenant, c'est plus des élites de noblesse, des élites royales, c'est des élites sociales, puisque l'effet pervers de cette méritocratie, même si au départ, ça part d'un principe égalitaire, ça a pu faire que les élites en place, c'est elles-mêmes qui maintenant définissent les principes et les reconnaissances du mérite. C'est ce qui fait qu'en France, on n'est plus que jamais un pays de diplômes. Et on a remplacé en fait la noblesse d'avant et le fait que le pouvoir et la richesse étaient héréditaires par le fait des diplômes maintenant. Donc si on n'a pas de diplôme en France, on le voit, si on n'a pas de diplôme, on n'est rien. Alors que ça, c'est vraiment juste de la théorie, parce que dans la pratique, et on va en parler dans ce podcast, grâce à l'entrepreneuriat, c'est ça qui remet la vraie égalité, et c'est là où chacun peut entreprendre, peut avancer dans sa vie, peut créer, même sans diplôme. Les diplômes, je pense, si on veut devenir vraiment ingénieur ou médecin, il va falloir un diplôme, parce que forcément, si on veut travailler dans ces domaines-là, il le faudra. Mais si on veut juste réussir dans l'entrepreneuriat, il n'y a besoin d'aucun diplôme. Et voilà, c'est vraiment ce qui, pour moi, remet un peu les pendules à l'heure. Mais je ne vais pas spoiler la fin du podcast, on va continuer d'avancer. Et donc ça, c'est vraiment valable, ces castes sociales, même pour les fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, si on a envie de devenir fonctionnaire, il faut faire l'ENA, il faut faire ces grandes écoles-là. C'est un petit peu ce qui a remplacé ces castes sociales, ces castes d'avant par des castes sociales. Donc d'un côté, ça, mine de rien, quoi qu'on dise, c'est quand même un système qui est beaucoup plus juste qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, l'ascenseur social, il peut marcher dans les deux sens. Il peut monter, mais il peut aussi descendre. C'est-à-dire que si vous naissez avec rien, en travaillant, même si je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas qu'il n'y a pas des facteurs extérieurs, je ne dis pas que forcément si vous naissez dans une famille de 15 personnes dans la campagne du Bangladesh, ce ne sera pas aussi facile que si vous naissez dans une famille française avec 2 enfants et où il y a 4 000 € de revenus par mois dans la famille, forcément. Mais malgré tout,
L'ascenseur social, il peut marcher. Vous pouvez quand même entreprendre, vous pouvez faire des études, vous pouvez... aujourd'hui, tout le monde peut emprunter à la banque avec un CDI, tout le monde peut créer quelque chose, tout le monde peut créer un business. Ça n'a jamais été aussi simple de créer un business aujourd'hui qu'avec Internet. Donc l'ascenseur social peut fonctionner. Et dans l'autre sens aussi. Quelqu'un qui est né dans une famille riche, qui a hérité par exemple, s'il fait n'importe quoi avec son argent, il peut redescendre, il peut se retrouver jusque sous un pont, il peut se retrouver dans la rue s'il fait n'importe quoi. Chose qui, avant la Révolution française, n'arrivait pas en fait. Si vous naissiez dans une famille noble avec de l'argent, ben vous y restiez et vos enfants étaient nobles avec de l'argent, et ainsi de suite en fait. Et donc d'un côté ça a rendu la société plus juste, mais de l'autre côté tout ça, ça a créé aussi un grand stress. Parce que avant, quand tu naissais paysan, avant la Révolution française, et que tu étais pauvre, ben tu remettais pas ta condition en question. Tu essayais d'avoir ton bonheur, enfin en tout cas je pense, ben, en restant dans ta case où on t'avait mis, parce que tu savais que quoi qu'il arrive, la question ne se posait même pas, tu pouvais pas en sortir. Et aujourd'hui, en fait, ben, ce qu'on explique grâce au mérite, c'est que peu importe où tu nais, ben, tu peux t'en sortir. Tu peux changer de vie, tu peux créer des choses, et ça crée un grand stress, parce que avant, bah, si tu étais pauvre, ben, tu te posais même pas la question, tu savais que c'était un fait, un état de fait, tu restais pauvre. Mais aujourd'hui, si tu es pauvre, ben, on peut t'expliquer, la société peut quelque part t'expliquer que bah, si tu restes pauvre, c'est que tu es un gros nul, que tu es dans ton trou et que tu n'as pas bougé ton cul, en gros. Et ça, c'est quand même très ancré en France aussi. On a un rapport très conflictuel avec l'argent, mais on a un rapport aussi très conflictuel avec la loose. Aux États-Unis, un entrepreneur qui a une grande réussite, s'il n'a pas fait au moins faillite 3 fois, personne ne le croit. Et les faillites sont même pas encouragées aux États-Unis, mais dans un parcours d'entrepreneur, ça ajoute du cachet et ça rend l'histoire crédible. Et c'est pas grave de perdre. En France, si t'es un loser, si t'es un nul, c'est vraiment que t'as pas bougé ton cul, quoi. Et à côté de ça, si tu gagnes beaucoup d'argent et que t'es un winner, bah on t'aime pas non plus. Donc c'est très très compliqué. Et c'est très ancré en France, cette notion de mérite. D'ailleurs, il existe même l'ordre national du mérite en France. C'est la 2e récompense après la Légion d'honneur. Donc voilà pourquoi cette histoire de mérite, elle est si compliquée. Parce que d'une part, ça implique de faire des choses avec une valeur morale, et derrière, il y a une réussite souvent financière, donc il y a un côté moral et pécunier qui se mélangent. Et en plus, il y a cette histoire où avant, il y avait une hiérarchie, une noblesse qui était par l'hérédité, en fait, hein, c'était les rois. Et aujourd'hui, c'est une méritocratie, et qui te dit que voilà, entre le rapport conflictuel qu'on a avec l'argent, si t'en as beaucoup, t'es un escroc, et si t'en as pas du tout, t'es un gros nul. Donc voilà dans quoi on baigne pour, pour définir le mérite des gens hein, dans notre pays. Voilà un peu comment dire, les données de base. Alors comment doit être récompensé le mérite ? Ça, c'est une question que je me suis posée, et je suis vraiment pas le seul à me l'être posée, puisque ces questions, elles ont toujours existé, notamment entre le mérite et les efforts fournis. Voilà. Quels sont les efforts qu'on fournit et quelle doit être la récompense ? Et bien sûr, la façon la plus simple de mesurer ça, c'est la rémunération, c'est le salaire. Et au 5e siècle avant notre ère, Platon s'était déjà posé la question, donc il y a 2500 ans, et il estimait que, ouvrez les guillemets, le législateur doit établir quelles sont les limites acceptables à la richesse et à la pauvreté. Et lui, Platon, il proposait un rapport de 1 à 4, c'est-à-dire qu'entre les plus pauvres et les plus faibles, l'écart de salaire mensuel devait être de 4. Et moi, ce que j'avais lu, alors j'ai plus la source, hein, mais sur un entrepreneur des années 20, il expliquait que pour que la société fonctionne bien, il fallait que cette échelle reste dans une rémunération de 1 à 20 entre une entreprise. Donc si un salarié gagnait 1000 euros, le patron ne devait pas gagner plus de 20 000 euros. Donc ça me fait rire parce que c'est des écarts que j'ai jamais vus. Moi, en tant qu'entrepreneur, à l'époque, mon plus gros salaire a été de 3 950 euros et mon salarié le mieux payé touchait 2 800 euros. Donc il n'y a même pas un rapport de 1 à 2, même pas de 1 à 1,5. Donc c'est des échelles vraiment là, on parle de patron de Wall Street, mais vous allez voir, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Mais voilà, tant qu'on restait dans une échelle de rémunération de 1 à 20, tout se passait mieux. Henry Ford, lui, disait qu'il fallait un écart de 1 à 40 au maximum entre le plus bas et le plus haut de l'échelle. Donc Henry Ford, qui était un capitaliste convaincu, avait lui aussi une idée là-dessus. Il disait que voilà, un grand patron ne pouvait pas gagner plus de 40 fois le plus bas salaire de son entreprise.
Et que c'est comme ça que le mérite était un peu respecté. Alors aujourd'hui, c'est parti complètement en sucette, hein, vous le savez, avec les salaires des patrons du CAC 40, les échelles ont explosé quasiment de 1 à 1000, voilà le rapport. Donc quand un salarié va gagner 1002, son patron va gagner 1,2 million, voilà. Alors on sait que SCH nous dit que se lever pour 1002 c'est insultant, se lever pour 1,2 million, enfin, ça paraît vraiment incroyable, et surtout, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on parle de salaire. Alors moi, vous le savez, je suis entrepreneur, je suis indépendant, et j'aime cette indépendance, et j'aime les entrepreneurs. Pour moi, les grands patrons du CAC 40, c'est mon point de vue, mais c'est pas des entrepreneurs. Ils sont élus par un conseil d'administration, c'est des salariés avec des très très gros salaires. Alors pour moi, qu'un entrepreneur qui a révolutionné le monde gagne des milliers, des millions d'euros, des milliards même, comme Elon Musk par exemple, ça me choque pas parce que il a créé sa boîte, c'est la sienne, il l'a développée à partir de pas grand-chose, avec des gens bien entendu, mais il a une idée, il a une vision, et grâce à ça, il peut changer le monde. Donc pour moi, il ne faut pas brider un entrepreneur et son salaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le mot m'énerve, parce que pour un entrepreneur, on peut même pas parler de salaire presque. Un entrepreneur, il se verse pas un salaire, il va se verser peut-être des dividendes en fin d'année, il va se mettre un salaire minimal tous les mois pour pas plomber son entreprise, et s'il y a de l'argent à la fin, il va se le verser. C'est ça un entrepreneur. C'est pas les grands salaires des grands patrons, c'est pas des entrepreneurs. Donc il faut pas qu'il soit capé, il faut pas qu'il soit limité le revenu d'un entrepreneur, parce que sinon, on va brider sa créativité, on va brider la façon dont il peut changer le monde. Par contre, dans des entreprises, des écarts de salaire de 1 à 1000, clairement, voilà, c'est carrément parti en sucette à une époque, c'est certain, et c'est ce qui fait aussi que ce mérite, un petit peu, perd un peu de son, comment dire, perd un peu de sa crédibilité. Et donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est qu'aussi que je fais une grande différence entre le salaire des grands patrons qui sont des employés et le salaire de l'entrepreneur qui est actionnaire et fondateur. C'est ce que j'ai mis dans mes notes, parce que ça paraît vraiment dangereux de plafonner tout ça. Si on plafonnait le salaire d'Elon Musk à 40 fois ou ses revenus ou ses gains, et que tout le reste était taxé ou légiféré, ça pourrait vraiment brider tout ce qu'il pourrait faire, et brider peut-être la conquête de Mars, je sais pas. Donc voilà, je me suis beaucoup aussi posé cette question à l'époque où j'étais entrepreneur, sur les primes au mérite, puisque j'avais un peu plus de 30 salariés. En moyenne, j'ai eu autour de 35 salariés, et chaque année, on mettait des primes au mérite. Et ça faisait vraiment jaser, parce qu'il y avait des gens qui avaient des petites primes, des gens qui avaient des plus grosses primes, et c'était souvent le bordel. Et justement, à l'origine, cette reconnaissance au mérite, pour une prime ou pour une promotion, c'est censé protéger les salariés du favoritisme, du piston, voilà, mettre une grosse prime à quelqu'un qu'on connaît, ou de l'ancienneté. Voilà, lui, il a une plus grosse prime parce qu'il est là depuis plus longtemps. Et justement, la reconnaissance au mérite, c'était justement de s'assurer que tout le monde tire dans le bon sens, et de récompenser les gens qui adhèrent aux valeurs de l'entreprise. Parce que ce qui va rendre un ouvrier très méritant, ça va être sa conscience professionnelle, par exemple, et ça va être son engagement dans l'entreprise. Donc c'est ça qu'il faut récompenser, pas l'ancienneté, pas juste le fait d'être présent depuis longtemps. Et justement, en préparant ce podcast, j'ai lu des trucs, mais carrément hallucinants. Par exemple, sur le fait que dans une entreprise, il ne faut pas accorder des augmentations au mérite, parce que ça part du principe que c'est inégalitaire. Donc là, on a créé le mérite justement pour apporter plus d'égalité, et aujourd'hui, on est en train d'enlever le mérite, parce que maintenant, c'est le mérite qui serait inégalitaire. Et dans l'article que j'ai lu, c'est que la notion même de mérite était désuète, parce qu'aujourd'hui, comment dirais-je, c'est dans l'inconscient collectif que les salariés se désintéressent de l'entreprise, comme si c'était parfaitement normal. Et j'ai même lu qu'aujourd'hui, c'était aux entreprises de faire des efforts pour être désirables et mériter des salariés. Donc, ça me fait juste dire que je suis content de ne plus avoir de salariés aujourd'hui. Alors bien entendu que dans une entreprise, il faut que on fasse le mieux pour que vos salariés se sentent bien en tant que patron, pour qu'ils évoluent dans un cadre qui leur permettent à la fois d'être libres et à la fois d'exprimer leur plein potentiel. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si on peut pas récompenser ces salariés les plus méritants, par exemple, ceux qui ont de la conscience professionnelle, ceux qui sont engagés dans la réussite de l'entreprise, ça va pas du tout en fait. Et voilà. Moi, je pense qu'il y a du mérite là où il y a du courage, là où il y a de l'engagement. Donc, pour moi, c'était important, ces primes au mérite. Mais je le vois bien, ça faisait vraiment des gros bazars, quoi.
Et là où on a parlé tout à l'heure des salaires qui ont explosé, alors forcément qu'un patron du CAC 40, il est sûrement méritant parce qu'il bosse beaucoup. Mais après, pour moi, il n'est pas entrepreneur, donc est-ce qu'il doit avoir un salaire aussi élevé à un rapport de 1 à 1000 par rapport à un autre salarié? Je pense pas. Par contre, on peut prendre d'autres exemples. Un ouvrier ou un footballeur pro, ils sont tous les deux méritants. L'ouvrier, il se lève tous les matins, il va à son travail, il met du cœur à l'ouvrage dans ce qu'il fait. Et un footballeur pro aussi. Si on prend Johnny Wilkinson, par exemple, il n'est pas footballeur, il est rugbyman, mais moi j'ai pas mal passé de temps à Toulon à l'époque, et c'est quelqu'un qui se levait de très bonne heure tous les matins, qui allait taper des drops à 5h30 du mat, ou même Cristiano Ronaldo. C'est un bosseur de fou. Donc ils sont tous les deux hyper méritants. Mais pour la récompense de ce mérite, eh ben, ils n'ont pas la même. Un ouvrier, il a juste son salaire, et un footballeur pro, il a des millions et des millions. Et pour la récompense de ce mérite, bah, elle est clairement déséquilibrée. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est plus méritant que l'autre dans son travail? Je sais pas, l'ouvrier, il se lève tous les matins pour nourrir sa famille. Après, certes, Johnny Wilkinson ou Cristiano Ronaldo, ils ont donné du bonheur à beaucoup de gens, et ils travaillent aussi énormément. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a plus de récompenses que d'autres? Bah, en fait, on en revient à l'effet de levier, au podcast sur l'effet de levier. Et, euh, et si, justement, bah, le mérite a été créé pour apporter plus d'égalité, bah, il faut aussi comprendre que tous les business ne naissent pas égaux et qu'il faut bien faire attention où on décide de placer son énergie. Parce qu'on peut être très méritant dans l'effort qu'on met. Un ouvrier, forcément qu'il est digne, puisque il œuvre dans le bien commun, en tout cas dans son propre bien et celui de sa famille. Et un footballeur ou un rugbyman pro, par exemple, eux aussi, ils œuvrent dans le bien commun, parce que y a beaucoup de gens qui aiment le foot, qui ont besoin de supporter une équipe de foot, à qui ça fait du bien de regarder le foot. Alors moi, je regarde pas le foot, mais et pas tellement le rugby non plus, mais vous voyez où je veux en venir. Et ils sont tous les deux méritants. Et pourquoi il y en a un qui a un rapport beaucoup plus élevé que l'autre à l'argent? Ben, en tout cas, qui a une rémunération beaucoup plus grosse que l'autre, c'est parce que voilà, tous les business ne naissent pas égaux et qu'il faut bien faire attention où on décide de placer son énergie. Vraiment, vraiment, vraiment. Par exemple, on va délirer, mais ce que je fais, je le considère quand même bien plus intelligent, avec ces podcasts, que les émissions de Cyril Hanouna. Et pourtant, j'ai moins d'abonnés que lui, j'ai moins d'audience que lui. J'aime bien, je dis, j'ai moins. C'est sans commune mesure, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que je mérite moins que lui, du coup? Je pense pas, je pense que Cyril Hanouna, j'aime pas ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui bosse, à mon avis, tous les matins il se lève et il travaille énormément. Moi aussi, je me lève et je bosse, c'est juste que, moi je fais quelque chose, des podcasts, il n'y a pas de vidéo, ça dure 1 heure, on parle de sujets qui sont entre la finance, la philosophie et le développement personnel, et lui, il remplit des slips de mecs avec des pattes, donc ça fait rire, et c'est beaucoup plus facile d'accès que ce que je fais. Et donc, forcément qu'il a plus de levier et plus de traction que moi. Mais je dors très bien la nuit, et ça va très très bien. Et je l'accepte, c'est quelque chose que j'accepte. Donc voilà, c'est aussi pour dire que parfois, tout le monde est méritant, mais tout le monde n'est pas récompensé à la même hauteur, et c'est là qu'est l'inégalité. Elle n'est pas dans les gens, mais elle est aussi dans les business, et dans l'endroit où on place son énergie. Si tu décides aujourd'hui, demain, de placer ton énergie, toute ton énergie dans un petit restaurant de campagne d'une petite ville de 3000 habitants, tu seras forcément moins récompensé, je le pense. Alors, bien entendu, tu peux choper une étoile au Michelin, 2 étoiles, et et avoir beaucoup de succès. Mais peut-être que tu seras moins récompensé que si tu commences à investir dans l'immobilier, à te passionner de ça, et à faire de l'effet de levier avec du crédit, et à empiler des biens. Parce que ces business-là, ils sont peut-être pas nés égaux. Alors, bien entendu, c'est juste un exemple qui me sort de la tête comme ça. Ne vous vexez pas si vous êtes restaurateur, surtout en ce moment, mes pauvres vieux, parce que il faut avoir beaucoup de courage. Et voilà, on pense bien à vous. D'ailleurs, je vous encourage de temps en temps, même si ne faut pas commander trop de Uber Eats et de choses comme ça, parce que ça plombe un budget, mais je vous conseille quand même de faire tourner un peu les restos qui continuent de bosser, parce que ça leur fait du bien et ils en ont bien besoin. Donc pour poursuivre avec le podcast, ce système de méritocratie, il commence à l'école, et c'est là où les inégalités ressortent au départ, puisque on le voit, les chances doivent être égales, donc tout le monde reçoit la même éducation, mais tout le monde n'est pas fait pour l'école, et tout le monde n'est pas bon à l'école, et si on juge un poisson à grimper aux arbres, par exemple, si on juge la capacité d'un poisson à grimper aux arbres, on est foutu. Voilà, si on dit
comment dirais-je, si on accorde de la valeur à ça, ben non, un poisson, il est bon à nager, il n'est pas bon à grimper aux arbres. C'est juste qu'il a mal été évalué, il est bon à quelque chose. Il faut trouver là où on est bon et persévérer dans ce sens, en fait. On connaît tous des cancres à l'école qui ont cartonné dans la vie, et ça aussi, ben c'est grâce au mérite, justement. Et c'est à ça que sert le mérite, même si le mérite, il est récompensé à l'école, celui qui va travailler le plus, celui qui va mieux restituer son cours. Bah, si on a été nul à l'école, dans la vie, on a une seconde chance, et c'est aussi grâce au mérite, grâce à la force de son travail, ben, on peut s'élever. Je voulais aussi dire que le mérite ne se résume pas à l'argent, et qu'il faut aussi voir d'autres critères selon lesquels on peut considérer qu'on a réussi. La récompense, en tout cas. L'énergie qu'on met, elle fait partie du mérite, et la récompense qu'on reçoit, ça peut être aussi l'amour de ses pairs, l'amour de sa famille, ça peut être la reconnaissance de ses pairs, ou l'amour de sa famille. Donc voilà, ça peut être, ça dépend dans le dépassement de soi, ça peut aussi être dans le dépassement de traumatismes pour vivre une vie libre. Si vous avez eu dans votre passé des choses qui vous ont vraiment pas aidé à avancer, que vous avez réussi à les digérer et à les dépasser, ben votre mérite et votre récompense, elle peut être juste dans une vie plus libre et dans une vie vraiment épanouie, parce que vous avez fait l'effort de dépasser ces traumatismes-là. Ça ne se mesure pas que en argent. Là, la récompense, ça sera du bonheur. Alors je l'ai déjà pas mal donné dans tout ce podcast, mais on va pouvoir l'avancer ensemble avec la conclusion de ce podcast. C'est quel est mon avis sur cette notion de mérite. Ce que vont reprocher les opposants au mérite, en fait, c'est de poser la personne comme l'unique responsable de sa réussite, en faisant abstraction du contexte. Donc les conditions physiologiques, les conditions psychologiques, les conditions sociales qu'il y a autour de nous, les relations, le piston et tout ça. Et parce que le mérite, ça pose chaque personne en petit entrepreneur de soi qui va devoir se débrouiller avec ses compétences pour les monnayer et pour réussir. Alors, forcément que c'est dur et que c'est responsabilisant, tout ça. Et qu'on n'est pas tous avec les mêmes chances. Donc on a quand même une société qui protège les plus faibles, et encore heureux, les gens qui pourraient être handicapés, que ce soit physique ou mental par exemple. On a une société qui protège tous ces gens-là, et ça c'est important, ça doit être gardé. Mais même si c'est dur et responsabilisant de se dire qu'on va être chacun le petit entrepreneur de soi, qu'on a nos compétences et qu'on va devoir faire avec dans la vie, trouver dans quoi on est bon et les monnayer. Mais je pense que c'est peut-être même plus dur aujourd'hui que d'accepter son sort à l'époque de la monarchie, où on naissait paysan. La question elle était réglée. On savait de toute façon qu'on n'allait pas s'élever, on essayait de trouver son bonheur dans le quotidien, dans sa vie, dans son travail, parce qu'on savait que de toute façon, on ne s'élèverait pas. Et donc aujourd'hui, le fait que n'importe qui peut s'élever, alors forcément, il y a toujours des limites, on est bien d'accord. Là, on fait abstraction du contexte. Forcément qu'il y a des conditions physiologiques, sociales et tout ça. Mais sur le papier, n'importe qui peut s'élever. Et ça peut être culpabilisant, ça peut être difficile à accepter, mais c'est aussi hyper excitant et c'est aussi ce qui permet que tout est possible. Dans mes recherches, j'ai lu les travaux d'un philosophe français spécialiste du mérite, qui s'appelle Yves Michaud, et il pense un peu la même chose que moi. Il dit que la recherche démocratique d'égalité ôte tout sens à la notion de mérite et décourage d'agir. Et justement, c'est ça, dans ce discours des opposants au mérite, qui vont dire que valoriser le mérite, c'est poser la personne comme unique responsable de sa réussite, et que peut-être qu'elle a des parents qui sont pas là, peut-être qu'elle est mal née, peut-être qu'elle est pauvre, et ainsi de suite, à décourager le mérite, ou comme ces youtubeurs que j'ai vus qui disent moi, si j'en suis arrivé là, c'est pas grâce au mérite, c'est parce que j'ai eu de la chance. C'est dégueulasse en fait, parce que ça va décourager les gens d'agir. En gros, ils te disent que c'est impossible, quoi. Donc, ça te décourage d'agir. Et que même si on sait que le contexte va beaucoup jouer, forcément, je l'ai dit, si vous naissez 15e d'une famille de 15 à Jakarta, ça ne sera pas aussi simple que si vous naissez à Lyon, dans le 8e arrondissement, d'une famille, et que vous êtes fils unique, et que vos parents sont chirurgiens et dentistes. C'est sûr que ce ne sera pas pareil, c'est sûr que ce ne sera pas aussi facile. Mais, c'est sans commune mesure, j'ai pris j'ai pris des exemples volontairement extrêmes. On sait que le contexte va jouer, mais moi je préfère croire au mérite, parce que l'autre vision, elle brise tout simplement les rêves.
Donc il faut faire très attention à ce discours inverse du mérite, qui est tout simplement de la victimisation. Et moi c'est pour ça que je préfère croire au mérite. Le mérite de se dire que si je bouge mon cul, il va m'arriver des choses. Voilà. Et on est bien loin de naître avec tous les mêmes chances, ça j'en ai parfaitement conscience. Mais enlever aux gens la possibilité de s'élever grâce au mérite, c'est leur enlever carrément la possibilité de rêver. C'est encourager l'immobilisme, c'est encourager l'assistanat. Alors oui, on l'a vu, on le sait, tout le monde ne peut pas y arriver, c'est certain. Et même tout le monde ne veut pas y arriver. Mais il faut laisser à ceux qui le désirent la possibilité de le faire. Ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui a réussi en partant de zéro et qui dit, quand il y est arrivé, qu'il ne croit pas au mérite, mais pour moi, c'est encore plus à gerber, quoi. C'est comme si quelqu'un monte au grenier et puis une fois arrivé au grenier, il jette l'échelle. Tu peux pas le rejoindre. Il t'explique que pour lui, au final, ça a marché parce qu'il a eu de la chance, parce qu'il a connu telle personne, parce que si, parce que ça. Jamais parce qu'il a travaillé, jamais parce qu'il a bossé, parce qu'il est allé chercher ce succès. Et donc, en gros, il est en train de te dire que pour lui, il a eu de la chance et que pour toi, ça marchera jamais. Donc, sous ce discours-là de modestie, en fait, de fausse modestie, c'est un discours de briseur de rêve. Je préfère quelqu'un qui te dit, comme SCH dans une des dernières interviews que j'ai vues, crois en ton rêve et bosse, bosse, bosse. Parce que c'est ça la vérité. Forcément que demain, si t'es jeune rappeur, tu seras peut-être pas comme SCH, avec l'ascension fulgurante qu'il a eue en 5 ans. C'est aujourd'hui un de mes artistes préférés en rap, et c'est sidérant le succès qu'il a eu. Il y a une dernière vidéo YouTube qui est sortie d'ailleurs récemment sur son ascension. Il s'est vraiment hyper bien débrouillé, c'est complètement fou en 5 ans d'avoir fait ça. Il a commencé vraiment... Enfin, il a commencé il y a peut-être une dizaine d'années. Alors, ça fait 5 ans qu'il a le succès, on voit jamais le travail qui a été fait en sous-marin. Mais c'est quand même assez incroyable. Et lui, il te dit, tu peux réussir. Si tu bosses comme moi, tu peux réussir. Voilà. Tu mériteras ton succès, tu auras bossé. Donc voilà. Et c'est ça le vrai discours. C'est pas de te dire j'ai eu de la chance ou j'ai connu quelqu'un, parce que t'arrives au grenier, tu jettes l'échelle. Forcément qu'on pourra jamais te rejoindre. C'est pas bon ce discours-là. Donc bien sûr, le mérite, c'est une chose. Travailler dans un but de bien commun, de bien pour soi, de bien de sa famille, de bien pour son avenir. Mais il faut bien faire attention aussi à l'endroit où on place ses efforts. Car je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, tous les business ne naissent pas égaux. Donc pour finir, avec ce podcast, on peut dire que le succès, il peut être dû à la chance, il peut être dû au talent, il peut être dû à un héritage, il peut être dû à des relations. Alors on peut diminuer l'impact du mérite, autant qu'on a envie. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le succès, il arrive jamais sans rien faire. Jamais, jamais, jamais. N'importe qui vous dira qu'il n'a pas de mérite, regardez sa vie. C'est quelqu'un qui a bougé, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a avancé. Et il faut du mouvement pour créer le succès. Parce que la vie, elle démarre dans le mouvement, dans l'action. Et c'est peut-être ça, justement, le vrai mérite. C'est de bouger son cul, quoi. C'est de se lever et d'avancer vers ce qui compte dans sa vie. Voilà, on est arrivé au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, je sais que tous qui m'écoutez, vous êtes vraiment méritants, et je sais que ça bosse, je sais que ça avance vers ses rêves, que ça bosse vraiment, soit sur le papier pour préparer les plans du succès, soit dans l'action, sur le terrain pour avancer vers vos rêves et vers les choses qui comptent pour vous. Et ça, ça me fait vraiment plaisir pour vous. Vous êtes vraiment méritants et vous aurez du succès. J'en suis absolument convaincu. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.